Klaus Barbie, condamné à la prison à vie, les jurés l'ont reconnu coupable de 17 crimes contre l'humanité. Comme une odeur de bouchon sur les routes de France, près de 6,5 millions d'automobilistes participent au grand embouteillage de l'été. Martina Navratilova, plus forte que jamais, elle remporte pour la 8e fois, et oui, la finale dames de Wimbledon. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Les jurés de Lyon devaient répondre à 341 questions. Ils ont répondu oui à 340 de ces questions, reconnaissant Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité. Ils ont répondu non à la dernière question, pas de circonstances atténuantes pour l'accusé. Il était 1h moins 20 la nuit dernière lorsque Klaus Barbie apprenait ainsi du président Serdini qu'il était condamné à la réclusion à perpétuité. C'était la fin d'un procès de 52 jours, un procès évidemment historique qui se concluait sur une journée très lourde. Alors sur les dernières heures du procès, voici Gérard Beaufils et Aimé Maillol à Lyon. Je vous demande qu'Avi Barbie soit reclus. Les 9 jurés de la cour d'assises du Rhône et les 3 magistrats professionnels ont suivi les réquisitions du procureur général. Aucune circonstance atténuante n'ont été retenues. Barbie finira donc ses jours en prison. Ainsi en a décidé hier soir le jury populaire après 6h30 de délibérer. Je trouve qu'on vient de rendre la justice et que Barbie a bien mérité sa condamnation à perpétuité. J'ai beaucoup d'amertume parce qu'il nous a fallu attendre 42 ans pour que cette justice soit rendue. En même temps, un soulagement, oui, parce que j'ai vu dans la salle Madame Alain Bonner, cette maman de 83 ans passée, qui a perdu des enfants à Isieux. Je pense que maintenant, elle peut s'en aller tranquille. Je crois que la qualité des témoins directs, les victimes directes, a été telle que, si on me permet de le dire, lorsqu'on montrera le film des dépositions, eh bien je crois que ce sera quelque chose peut-être de supérieur à Shoah. Fin de soirée mouvementée sur les marches du palais de justice de Lyon. Après le verdict, l'avocat de Klaus Barbie quitte les lieux sous les sifflets et les lazzi de la foule. Quelques manifestants tentent même un moment de s'en prendre à lui. Le dernier épisode inutile de ce procès que l'histoire retiendra comme exemplaire. 37 audiences, 190 heures de débat, des grands et des petits moments. Ceux qui verront effectivement la bande vidéo tournée par ce que l'on a appelé les caméras de l'histoire, ceux-là évalueront précisément le poids de ce procès dans l'histoire contemporaine. Avec Paul Lefebvre maintenant, une première analyse complète de ce procès du souvenir. L'histoire à son tour jugera plus tard ce procès de Lyon et dira sans doute mieux que nous, avec le recul du temps, ce qu'il a apporté à la morale et à la justice. Aujourd'hui, il pose 2 questions déjà. D'abord, le crime contre l'humanité n'appartient pas qu'au passé, il se perpétue encore aujourd'hui dans plusieurs endroits du monde. Sa définition et surtout son mode de jugement doivent être de nouveau réfléchis et modifiés. Aujourd'hui, les jurés ne peuvent que juger un homme alors qu'ils voudraient s'exprimer et peut-être condamner une idéologie ou une politique. Deuxièmement, la médiatisation extrême mais nécessaire pour faire passer le message, ainsi que la présence de l'opinion publique, limite la liberté de jugement des jurés. Doit-on et comment les libérer de ces pressions? Positif ce procès sur 2 points. D'abord, le message, je dirais l'enseignement aux jeunes générations de ce qui s'est passé et des risques quotidiens du retour au passé. Enfin, et c'était physiquement sensible durant ce procès, la reconnaissance juridique, publique, morale, aux déportés et aux résistants, de quelque bord qu'ils soient, de leur sacrifice. Hier, à Lyon, à tous, on a rendu justice. Peut-être du nouveau dans la guerre des ambassades entre la France et l'Iran. J'apprends que le personnel de l'ambassade de France à Téhéran est autorisé à quitter la chancellerie et à y revenir. Pas question en revanche de visite, sauf pour les médecins. Et bien sûr, ces allées-sorties sont sous réserve de vérification d'identité. C'est ce qu'annonce à l'instant un communiqué du Quai d'Orsay. Et puis il faut aussi signaler à Paris que le chargé d'affaires iranien, donc à Paris, M. Haddadi, a quitté tout à l'heure les locaux de son ambassade pour une destination inconnue.
L'actualité politique du week-end maintenant, côté majorité et côté opposition, avec tout d'abord le comité directeur du Parti socialiste qui se tenait à Paris et d'entrée une précision du premier secrétaire Lionel Jospin. Il n'y aura pas de candidat autoproclamé, une pointe mouchetée en quelque sorte en direction de Michel Rocard. Les travaux étaient suivis par Dominique Lory et Roger Mathurin. Deux grands thèmes ont alimenté le débat politique de ce comité directeur. La candidature coûte que coûte de Michel Rocard exprimée en début de semaine par le porte-parole du député des Yvelines et la polémique sur le choix d'un président de la République, arbitre au-dessus de la mêlée, ou d'un président, capitaine d'une équipe politique. Sur ce thème, la quasi-totalité du PS s'est clairement prononcée contre un président arbitre. Pour tous, depuis qu'il est élu au suffrage universel, il a une très grande force. Le chef de l'État, souligne Lionel Jospin, est à l'origine de la mise en place d'une majorité. La campagne électorale de Michel Rocard fut l'occasion d'un débat à fleuret moucheté comme souvent au Parti socialiste. Après une semaine de polémique, il s'agissait surtout devant la presse de ne pas envenimer les choses. Je pense que Michel Rocard prépare une campagne comme si François Mitterrand ne devait pas être candidat, et sinon je fais confiance à Michel Rocard pour diriger la France, donc je lui fais confiance pour apprécier aussi la situation qui se présenterait si d'aventure François Mitterrand était quand même candidat. Oh, tout ça n'est pas décidé. Il n'y a pas de candidat du Parti socialiste pour le moment. Il y a un président de la République. Ne nous précipitons pas. Et le moment venu, c'est qui est sûr, c'est que comme nous sommes un grand parti, le premier de France, et puis surtout un parti sérieux, nous n'aurons qu'un candidat. Mais visiblement, Michel Rocard ne tient pas compte de vos déclarations. Il fait véritablement cavalier seul. Non, il en tiendra compte. Soyez-en sûrs. J'allais oublier un point essentiel. Loin de ce débat, Michel Rocard continue tranquillement sa campagne électorale. Aujourd'hui, il est à l'île de la Réunion. Côté majorité maintenant, c'était l'université d'été des adhérents directs, comme l'on dit, de l'UDF, avec la visite de celui qui peut passer pour leur père spirituel, à savoir l'ancien Premier ministre Raymond Barre. Monsieur Barre qui a dénoncé le déclin qui touche la France tout en évoquant ses propres recettes pour l'enrayer. Avec en prime eh bien, quelques attaques directes de ses amis à destination de François Mitterrand. C'est un reportage d'Olivier Lerner et de François Landesmar. 2 siècles d'histoire, racontés par Raymond Barre en moins d'une heure. Une analyse du déclin de la France au fil des années pour aboutir en fait aux ombres et lumières du temps présent. La faiblesse démographique, de sérieuses déficiences industrielles, un potentiel de recherche insuffisant, des universités moins prestigieuses, tout cela affecte gravement notre présence dans le monde. C'est donc d'abord par un effort national de redressement, de rassemblement de nos forces, de mobilisation de nos énergies, que nous devons rétablir la position et renforcer le rayonnement de notre pays afin qu'il redevienne ce qu'il a été, ce qu'il ne doit cesser d'être, un pôle incontesté de puissance, de progrès, de culture. Redressement, rassemblement, Philippe Mestre met les points sur les i. Pour le bras droit de Raymond Barre, l'image de François Mitterrand rassembleur est usurpée. Je pense que s'il avait souhaité être un président rassembleur, M. Mitterrand avait une occasion de le faire magnifique au moment où il s'est installé à la présidence de la République en 1981. Et je sais même, comme tous les Français, qu'il a fait exactement le contraire. Souvenez-vous, en 1981, il a dit que rien ne pouvait se faire de grand sans rupture. Ce n'est pas le fait d'un président rassembleur que de faire cette déclaration le jour même de son installation à l'Élysée. Le jeu du « plus rassembleur que moi, tu meurs » peut commencer. Un jeu qui va se jouer à 3 avec Jacques Chirac, François Mitterrand et Raymond Barre. L'Algérie fête demain le 25e anniversaire de son indépendance. Les autorités algériennes ont d'ailleurs décidé de donner beaucoup de lustre à ces cérémonies. Il est vrai qu'une très grande partie de la population n'a pas vécu ces événements puisque près de 60% des Algériens ont aujourd'hui moins de 20 ans. Alors, quelle idée, quelle image ont-ils ces jeunes de la guerre? Eh bien, c'est ce qu'ont voulu savoir nos envoyés spéciaux Jacques Merlino et Bernard Puisseau dans cette enquête. Ça va vite aujourd'hui en Algérie. À quelques kilomètres de la vieille Casbah, le nouveau centre de loisirs de Riyad El Feth ne désemplit pas. Ici, les jeunes se mettent au goût du jour. Ils suivent en direct les émissions de Music Box reçues par satellite, font du lèche-vitrine et s'essayent à la mode occidentale. Ici aussi, ils peuvent, pour quelques dinars, passer après-midi et soirée dans la discothèque.
Et tout cela se passe au pied du monument aux martyrs de la Révolution. On comprend aisément dans ce contexte et sur ces images que la jeunesse algérienne d'aujourd'hui préfère regarder l'avenir que revenir sur le passé. Qu'est-ce que vous savez sur la guerre d'Algérie? C'est un peu... c'est pas moi. Ça a commencé comment, par exemple? Ça a commencé... je sais pas. La bataille d'Alger, c'était en quelle année? Je n'ai pas vu le film. Je m'intéresse pas, moi. Oui. L'OS, qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Hein? La montagne. L'OS, c'était la montagne. L'OS, c'est un film. Quelle idée vous avez maintenant de la guerre, d'indépendance? D'après j'ai tourné et puis que dire aussi. Je pense que c'est pardonné. C'est quelque chose qui vous intéresse entre jeunes? Vous en parlez des fois ou jamais? Bien sûr, si, quand même on en parle des fois, bien sûr. Vous en parlez comment? Non, parce qu'on a des parents par exemple qui, je sais pas, qui ont vécu ça, donc nous on est obligés de savoir que nos parents ont souffert des fois. Voilà, pour retenir les leçons de l'histoire. Non, c'est pas tellement ça, c'est parce que c'est notre pays, hein. Bien sûr. Mais dans les familles, on en parle beaucoup, les parents en parlent beaucoup? Non, en général, ils en parlent plus pas. Tellement maintenant. Plus tellement? Parce que pour eux, c'est une horreur, alors ils en parlent pas trop. Quand vos parents vous en parlent, vous les écoutez bien? Vous dites c'est encore des histoires de vieux, etc. Disons qu'on n'écoute plus tellement. Hein? On n'écoute plus tellement. Oui. Pour nous, c'est une histoire et c'est tout. C'est de l'histoire? C'est du passé? Oui, c'est du passé. C'est une guerre comme les autres guerres. Un autre anniversaire qui nous emmène aux États-Unis. Cette fois, il y a très exactement 200 ans, le 4 juillet 1787, l'Amérique obtenait son indépendance. 2 siècles dans l'histoire d'un peuple traditionnellement jaloux de ses souvenirs. Alors voici comment Philadelphie se préparait à célébrer le bicentenaire de la Constitution qui fut élaborée. Jacques Abouchard est là-bas pour nous. Que vive la Constitution des États-Unis. Par cette proclamation, George Washington porte sur les fonds baptismaux la toute jeune République américaine un jour de septembre 1787 à Philadelphie. Les délégués sont arrivés, à cheval pour la plupart, des 13 États de l'Union et pendant 4 mois, sous la houlette de George Washington, ils ont travaillé dur dans un huis clos total. Les figures les plus prestigieuses du pays sont là. Benjamin Franklin, l'ami des Français, qui avait obtenu le concours de Louis XVI dans la guerre d'indépendance 10 ans auparavant. Il y a aussi le clan des Virginiens influents, James Madison et George Mason, très sourcilleux sur la question des droits de l'homme. Mais les libéraux doivent composer. Le texte de Philadelphie n'abolit pas l'esclavage. Les Noirs restent donc exclus, tout autant que les femmes. Ce qui manque à l'expérience américaine, mais que vous, les Français, ont eu pendant très longtemps, naturellement, c'est le poids du passé. Nos ancêtres, les Gaulois, les Capétiens, les rois, l'Église, tout ça manquait aux Américains. Et par conséquent, tandis qu'en France, vous avez passé par Dieu sait combien de constitutions en 2 siècles. Une douzaine, je crois. Une douzaine environ, oui, plus peut-être. Pour les Américains, l'idéal, qui était le même idéal qui avait animé la Révolution française, était l'idéal de créer, à la mesure humaine, dans un pays neuf et vierge, des institutions à la mesure de l'homme. Bien des Américains rêveraient de se trouver à ma place dans ce Independence Hall de Philadelphie, où une poignée d'hommes ont inventé les États-Unis modernes il y a 2 siècles. La Constitution de 1787 reste une matière très vivante, très présente dans la vie des Américains. We the people, nous le peuple. Ces enfants reprennent les 3 premiers mots du document qui est resté inchangé depuis 200 ans. 26 amendements sont venus s'y ajouter pour corriger les effets de l'âge. Mais la Constitution américaine est la doyenne des constitutions écrites en vigueur dans un pays. Le 4 juillet en France marque une autre cérémonie, le début de la grande migration estivale. Ce samedi était déclaré rouge ou noir selon les goûts. Une certitude, eh bien, ça bouchonnait fort aujourd'hui, notamment dans le sud de la France. Alors je crois apercevoir le capitaine Rueff, c'est cela, Rosny-sous-Bois. Bonsoir, alors où en est-on pour l'instant? Je crois que ça va un peu mieux. Alors pour l'instant, et pour une fois, j'ai le plaisir de vous montrer une carte dépourvue de tout bouchon.
Il n'y a plus rien depuis 18 heures, mais ce ne fut néanmoins pas une partie de plaisir pour les automobilistes qui ont circulé aujourd'hui au plan des ralentissements et au plan des accidents. Alors, au plan des ralentissements, ça a débuté vers 6 heures du matin au niveau de Châlons et ça s'est terminé vers 18 heures du soir, mais je dis débuté au niveau de Châlons pour se poursuivre dans toute la vallée du Rhône. Ça a été vraiment le couloir infernal pour cette journée. Et ça, c'est d'ailleurs ce qui se passera exactement la semaine prochaine, samedi prochain. Alors pour dissuader un petit peu les automobilistes, une idée des bouchons aujourd'hui dans la vallée. Alors les bouchons que nous avons, si vous voulez, nous avons mesuré entre Châlons et Orange, au plus dur de la journée, une centaine de kilomètres de bouchons ou ralentissements mis bout à bout. Alors quel conseil demain, des problèmes encore à attendre ou bien c'est fini? Alors demain, pas de problème particulier, si ce n'est des retours de week-end sur les grandes agglomérations Paris, Bordeaux, Lyon. Des problèmes sur les routes des plages, sur la côte atlantique, sur la côte méditerranéenne, mais rien de bien conséquent. Par contre, je n'ai pas fini mon propos tout à l'heure, des problèmes au niveau ralentissement et des problèmes au niveau accident. Il faut signaler que le bilan d'accident du week-end, qui n'est pas achevé bien entendu, est favorable au niveau du nombre d'accidents corporels, mais qu'on en a une hausse des tués qui pour l'instant est de l'ordre de 6%, ce qui signifie qu'il y a moins d'accidents, mais ils sont plus graves, ce qui confirme la tendance commencée en début d'année et jusqu'à ce jour. Alors, capitaine, rappelez-nous les conseils habituels, c'est toujours utile. Alors les conseils habituels, eh bien, il suffit de se référer aux principales causes d'accidents, qui sont le manque de port de ceinture, enfin les causes d'accident ou d'aggravation d'accident, la ceinture lorsqu'elle n'est pas mise, la vitesse lorsqu'elle est excessive et l'alcool lorsqu'il est présent chez le conducteur. Merci capitaine, je crois qu'il faut rappeler simplement que pour l'instant, eh bien, tout va bien sur le réseau routier français, en tout cas à l'heure où vous nous parlez. Effectivement. Merci, bonsoir. La revanche de Roland Garros sur le gazon de Wimbledon. Martina Navratilova a remporté pour la 8e fois le tournoi britannique aux dépens de Steffi Graf, l'Allemande, qui l'avait pourtant terrassée à Paris, à Roland Garros. Patrick Naff pour le commentaire. À Steffi le bouquet, à Martina le trophée. Le 8e au total pour Navratilova qui bat le record d'Hélène Moody-Wilson. Cette fois, Roland Garros ne s'est pas répété. La jeune Allemande a pourtant bousculé son aînée, surtout dans la première manche. Normal, en plus du titre, c'était la première place mondiale qui se jouait. La première balle de Steffi Graf, quand elle passe, est en plomb. 4 aces au total. La rapidité de la jeune Allemande semble exaspérer Navratilova. Mais l'expérience de l'américaine va faire la différence. D'abord au service, placé sur le revers de Graf, l'un de ses points faibles. Ensuite, patience dans l'échange. Steffi sauve 7 balles de 7, mais ne peut rien contre ce superbe passing dans le tie-break. Le gain du premier set, c'est aussi la victoire sur le signe indien qui poursuit Martina depuis le début de l'année. 6 tournois disputés et aucune victoire. Quant à Steffi, elle a aligné 45 victoires consécutives, une série impressionnante. Mais la jeune Allemande ne peut rien faire face à la détermination de Navratilova qui fait le break dans le 8e jeu de la seconde manche et l'emporte après 1 heure et 9 minutes de jeu. 7-5, 6-3. La 6e victoire consécutive pour Martina, le gazon de Wimbledon reste une fois de plus son royaume. La 3e étape du Tour de France qui voit la victoire du Portugais Da Silva dans le tronçon que vous allez voir qui reliait Karlsruhe à Stuttgart, toujours en Allemagne. Du changement en tout cas au classement général puisque c'est le Suisse Eric Mechler qui endosse le maillot de leader, laissant les favoris de l'épreuve à 5 minutes de là. La course devrait, semble-t-il, vraiment commencer demain. Être ou ne pas être recordman, c'est la question qui se pose ce soir après le demi-succès ou le demi-échec, il faudra voir, de la montgolfière qui vient de presque réussir la traversée de l'Atlantique. Il manquait quelques encablures, mais aussi un peu plus. Patrice Pelé. Bain glacé hier soir pour Richard Branson, milliardaire britannique, fondateur des disques Virgin, et son coéquipier Pearl Lindstrand, le concepteur de la plus grande des montgolfières du monde. À vrai dire, dès le départ, les deux hommes avaient déjà eu quelques problèmes avec un des réservoirs de propane qui s'était détaché dans la plus grande confusion.
Ensuite, tout s'était assez bien déroulé. Le Virgin Atlantic Flyer, 70 mètres de haut, 60 de large, avait eu un bon comportement en vol et même battu le record de vitesse, 222 km/h. Les 5500 km de mer entre les États-Unis et l'Angleterre semblaient possibles à traverser et la double enveloppe permettant au soleil de réchauffer l'air emprisonné dans le ballon donnait toute satisfaction. Mais hier soir, rien ne va plus. Le ballon plonge vers la mer d'Irlande. Les deux hommes sautent de la nacelle avant qu'elle ne s'écrase dans la mer. En même temps que le voyage, l'exploit tombe à l'eau. En effet, pour que le record soit homologué, le règlement stipule que le ballon doit être piloté jusqu'à l'atterrissage, ce qui n'est pas le cas. Les deux hommes affirment de leur côté, bande vidéo à l'appui, qu'ils se sont bel et bien posés ici, en terre d'Irlande, juste avant de s'abîmer en mer. En tout cas, sans attendre le résultat de l'enquête, la direction du livre Guinness des records affirme ce soir que les deux hommes figureront dans la prochaine publication. Résultats et pronostics des tiercés du week-end, en commençant par les résultats de celui qui se courait aujourd'hui à Évry. As 16 et 4 rapporte dans l'ordre pour 5 francs 13 267 francs et 50 centimes. Et puis pour 5 francs placés dans un ordre différent, 2441 francs, toujours pour cette combinaison As 16 et 4. Et demain, eh bien, tout cela se passe à Saint-Cloud, Pierrette. Absolument. Absolument, Bernard. Une grande et superbe journée de course se prépare demain après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud, qui fêtera son centenaire à l'occasion du Grand Prix de Saint-Cloud. Cette belle épreuve classique qui se dispute sur 2400 mètres ne met en lice que 6 concurrents, mais de top niveau, avec la promesse d'un très beau match qui devrait se livrer 2 chevaux, Charaya et Les Autos. Mais pour jouer à la nouvelle formule tierce écartée, eh bien, il faudra se pencher sur l'étude du handicap de Saint-Cloud avec un lot plus modeste de 14 chevaux âgés de 4 ans et plus. Là aussi, malgré le peu de partants, la course ne manquera pas d'intérêt, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'épreuve reste très ouverte, car plusieurs concurrents peuvent prétendre disputer l'arrivée. Et la seconde, eh bien, c'est qu'avec la nouvelle formule de jeu tierce écartée que vous pourrez expérimenter dès demain, vos chances de gagner au tiercé sont renforcées. Je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Comme pour le quartet traditionnel, il s'agit de trouver les 4 premiers de la course. Si vos 4 chevaux choisis terminent aux 4 premières places, vous gagnez dans l'ordre ou dans le désordre. Mais si vous n'avez désigné que les 3 premiers de la course, quel que soit l'ordre d'arrivée, vous touchez le trio. En quelque sorte, un lot de consolation. La mise coûte 6 francs et seuls les PMU informatisés peuvent enregistrer vos paris. Voilà. Une façon encore plus attrayante, je crois, de jouer au tiercé. Et pour vous y aider, voici maintenant la sélection que je vous propose dans mon pronostic. Avec en tête Férolan, le numéro 8, suivi de Signe Indien, le 7, Guélisa, le numéro 4, le numéro 12, Plein Joubeau, le numéro 11, Le Privilège, le 9, Cardmaster, le 1, Rigby et le 5, Carvinos. 8, 7, 4, 12, 11, 9, 1 et 5. On va peut-être revoir cette incruste rapidement pour pouvoir noter. Non, pas question. Bien, ben nous allons passer maintenant à la météo, puisque Sophie Davant a retrouvé le siège laissé chaud à l'instant par Pierrette Bresse. Tout à fait. Avec un soleil qui aura la vedette demain encore dans une super production de beau temps et de chaleur. Je vous propose de regarder l'image satellite, une image toute sombre avec un anticyclone sur le nord qui nous protège contre les perturbations. Une atmosphère un petit peu plus instable au sud. Ces nuages que vous voyez sur l'Espagne viendront sur le Pays Basque demain. Et puis des taches blanches qui correspondent à des orages isolés sur l'est du pays. Des orages que nous retrouverons demain sur la carte du temps. Prévus pour demain, des orages que nous retrouvons sur le relief, les Pyrénées, le Massif central et des Vosges, qui pourront être localement très violents. Partout ailleurs, c'est du beau temps après dissipation des brumes matinales. Puis je vous le disais, un petit voile sur le Pays Basque, des nuages qui risqueraient de s'attarder toute la journée demain. Des brumes de chaleur, vous dites brumes matinales, c'est beau temps, chaleur? Oui, des brumes de chaleur. Oui. Bon. Les températures prévues pour demain, elles s'échelonnent, on va les voir, elles s'échelonnent entre 21 et 30 degrés sur la moitié nord et de 25 à 33 degrés sur la moitié sud. Il fera donc encore plus chaud qu'aujourd'hui demain. Alors demain, nous serons le dimanche 5 juillet, le soleil se lèvera à 5h55, se couchera à 21h55 comme hier, et nous fêterons les Antoine-Marie. Eh bien, merci Sophie, c'est noté. Un rendez-vous ce soir sur Antenne 2 à 23h précise, un numéro exceptionnel des Enfants du Rock consacré à la prestigieuse maison de disques Island, 25 ans d'existence, et une grande fête avec les noms qui ont fait la musique d'aujourd'hui, Joey Cocker, Cat Stevens, Marianne Faithfull et beaucoup d'autres encore, et puis parmi eux, le groupe U2 ou U2 si vous préférez, qui sera en direct de l'hippodrome de Vincennes. Voici quelques notes et quelques images pour vous mettre en appétit. I can't believe in you.
Voilà, et puis j'ajoute qu'avant les enfants du rock, vous aurez eu connaissance des dernières informations en compagnie de Philippe Gassot. Ce sera aux environs de 22h40. Bonsoir, à demain, 20h.